Bonjour messieurs et dames, l'heure est venue pour décrypter le gouvernement souminois 1. Enfin, la fumée blanche après 6 longs mois d'attente dans un environnement, on va dire, sécuritaire et économique compliqué. Nous avons un gouvernement composé de 54 membres contre 57 face au gouvernement précédent. Au total, 31 personnes ont signé nouvellement leur entrée. Il compte aussi 6 vice-premiers ministres. Alors, est-ce pas trop 6 vice-premiers ministres au sein d'un même gouvernement? Ce gouvernement valait-il avoir la configuration ou la composition de ce gouvernement, on va dire? Il valait vraiment, réellement la peine d'attendre 6 mois depuis l'investiture du président de la République et 2 mois depuis la nomination de Madame Souminois au poste de premier ministre. Alors, le choisi de Souminois vont-ils rencontrer les préoccupations de la population congolaise? Tout ça va faire l'objet de notre échange aujourd'hui, messieurs, dames. Pour ce faire, je reçois pour vous monsieur Jacques Ndala. Il est président national du mouvement Réveil et de prise de conscience. En fait, président national du mouvement de réveil et de prise de conscience. C'est avec lui que nous allons échanger durant 45 minutes. Monsieur Jacques Ndala, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, et bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de votre média, et merci. D'accord. Alors, on commence d'abord avec votre mouvement, parce que je dirais qu'il est récent. C'est à nous c'est à vous de le confirmer ou pas. Comment ça se porte, ces mouvements, déjà? Oui, très bien. Les mouvements se portent très bien, évidemment, par rapport à l'actualité ou aux réalités du pays. Nous existons déjà. Et puis, le MRPC est né depuis les années 2015. Il faut le dire. La pensée est arrivée depuis 2015. Et vu évidemment tout ce que le pays connaît, on s'est dit bon, il fallait quand même, on a commencé comme un mouvement citoyen au sein de la société civile, comme on avait des ambitions politiques, on a basculé dans un parti politique que tout le monde connaît. Et là, on a levé l'option de nous transformer en mouvement politique, mais pas un parti politique. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que le parti politique a pour objectif, vous savez d'ailleurs, conquérir le pouvoir à tout prix, les conserver à tout prix, avec et surtout au niveau de notre réel politique ici au Congo, ce qu'on se bat pour avoir les pouvoirs et les garder de toutes les manières possibles, faire tout pour l'avoir, pour le garder le plus longtemps possible. Les manières, les façons, ça ne compte pas. La différence maintenant avec le mouvement politique, c'est un mouvement, c'est un courant, c'est un vent, c'est un esprit, voilà, c'est un état d'esprit qui arrive pour mettre un certain nombre de concitoyens, des compatriotes ensemble pour pouvoir imposer les changements. Et nous, comme on l'a dit d'ailleurs, je crois que la question viendra, notre philosophie à nous, l'idéologie, c'est la rupture. Ok, d'où parlez-nous des objectifs carrément? Oui, les objectifs du mouvement des réveils et des prises de conscience sont résumés dans sa dénomination. Donc nous sommes un mouvement qui arrive pour le réveil et la prise de conscience de notre population, de nos concitoyens. Parce que vous pensez que la population congolaise est encore endormie? Nous sommes partis d'un constat, évidemment. Donc nous vivons aujourd'hui, on parle des crises économiques, sociopolitiques. Non. La première crise qui ronge notre pays, le virus qui ronge et qui jusque-là personne n'a trouvé des solutions, encore des remèdes, c'est une crise de conscience. Nous sommes dans une crise de conscience énorme. Elle part du sommet à la racine et nous sommes sûrs et certains qu'il faut qu'il y ait un sursaut de prise de conscience, une révolution des mentalités. Très bien. Alors, est-ce qu'on va dire que ce mouvement a pris corps finalement après votre départ de Ensemble? Prendre corps, je ne pense pas. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous Parce que vous avez dit que c'était d'abord une idée depuis 2015. Oui. Et là, ça a pris corps, ça a pris forme. Non, depuis 2015, le MRPC a existé avec un organe, voilà, même les statuts, même F92. Il avait déjà pris corps à l'époque, même avec un directoire national. Et on avait des représentants à travers certaines provinces et certaines grandes villes. Aujourd'hui, nous basculons, on n'est plus un mouvement au sein de la classe, de la société civile. La différence, c'est que maintenant, nous sommes un mouvement politique engagé sur le terrain.
Alors, M. Jakindala, est-ce qu'on pourrait aussi dire que vous avez quitté ensemble autre parce que vous vouliez finalement voler de vos propres ailes? Ce n'était pas l'objectif, c'est vrai, parce que sinon je ne serais pas cofondateur du parti Ensemble. J'étais ensemble, nous avons créé Ensemble pour pouvoir cheminer et pouvoir imposer la vision que nous avions aux côtés du président Moïse Katumbi. Et là, quand j'ai compris que les choses n'allaient pas dans le sens des attentes, de ce que nous étions en train de préparer ou ce que nous sommes donnés comme objectif afin de nous battre dans la réelle politique, alors il était important mais de s'arrêter, de se questionner et de voir faire autre chose que ce que les autres pensent être la politique, pendant qu'à vrai dire, ce n'est pas la politique. La politique, c'est tout à fait autre chose. La politique, c'est pas se mettre autour d'une personnalité ou d'une personne pour pouvoir diviser les uns et les autres autour de complexes, de supériorité, d'infériorité, autour de jalousie, autour des calomnies, autour des insultes, des injures. Non, ça, c'est pas la politique. La politique est une science noble qui devrait avoir comme épicentre l'amour, l'unité, la solidarité, la sincérité, la vérité et surtout les socles. L'unité, l'acceptation de l'autre avec ses faiblesses parce que personne n'est parfait et pouvoir cheminer ensemble afin de réussir surtout dans la gestion de la Res Publica. Alors, NITT, ce tableau sombre que vous veniez de peindre tout à l'heure, comment comptez-vous donner ou dégager plus d'énergie entre Ensemble et MRPC? Non, je crois que les énergies, nous les avons parce que nous ne le puisons pas seulement en nous. Nous puisons les énergies dans les citoyens lambda, les Congolais que nous suivons en ce moment, qui trouvent que ce que nous disons est vrai et qui trouvent qu'ils se retrouvent dans les discours que nous propageons tous les jours, parce qu'il faut dire que tout à l'heure j'ai parlé avec mon conseiller spécial M. Lukamba pour penser à une série de formations, n'est-ce pas, de descentes dans le bus, on va le faire comme cela, ou dans un bus là, ne soyez pas gênés, vous voyez quelqu'un du mouvement des réveils, parce qu'il faut vraiment réveiller les Congolais qui sensibilisent, qui racontent ce que nous sommes, qui rentrent dans l'histoire de notre pays afin que les gens puissent se réveiller. Donc le problème, ce n'est pas au niveau du fait d'être d'avoir été ensemble ou de revenir dans ce que nous sommes aujourd'hui. Les énergies sont les mêmes, les engagements sont les mêmes, c'est seulement la vision qui se trouve au niveau de la démarcation. Alors, est-ce que ça vous manque un tout petit peu le fait de votre départ d'Ensemble? Oui, ça doit. Bien sûr, bien sûr. Si je dis que ça me manque pas, c'est être pas très attentif, pas sincère. Sincère, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner la chance à ce parti politique et surtout à ses dirigeants de s'arrêter, de se poser des questions. Vous savez, madame, quand vous allez dans une compétition, n'importe laquelle, quand vous êtes conscient que vous avez échoué, vous avez l'obligation de vous arrêter, de vous poser une certaine série de questions afin de pouvoir améliorer et de repartir sur des bonnes bases. Alors, comment s'est fait l'adhésion au sein de votre mouvement? Quels sont les critères? Est-ce qu'il y a des critères établis pour devenir membre? Vous pouvez nous en citer quelques critères? Le premier, c'est être congolais d'origine. Chez nous, que vous soyez des pères ou des mères, vous êtes congolais. Deuxième, c'est être, majeur. Donc 18 ans révolus, comme le dit les lois de notre pays, remplir évidemment les lois de notre pays, et aussi acheter sa fiche d'adhésion. On ne va pas donner les prix ici, parce que nous avons différentes catégories de membres, et aussi après avoir acheté sa fiche d'adhésion, acheter sa carte des membres. Vous êtes d'office membre de notre mouvement politique. Et vous êtes installé où? Nous avons les sièges au niveau de l'avenue de Victoire, non du rond-point Victoire, ici dans la commune de Kalamou, Victoire A51, immeuble La Grâce. Nous sommes à côté des Bibi Play. Donc quand vous venez de Limité, vous prenez 7e rue, vous longez vers comment on appelle ça, comme si vous allez vers le centre d'Inongué, mais avenue qui va à votre gauche. Dès que vous dépassez légèrement le centre de formation, l'école de navigation, voilà, nous sommes à droite. Donc, c'est pas compliqué l'adresse de notre mouvement. Alors, avoir les œuvres sur terrain déjà, vous dites que c'est vraiment un mouvement qui fera long feu, c'est un mouvement qui va faire ses preuves dans le monde, dans le contexte politique actuel. Il y a de l'espoir. Tout à fait, parce que nous sommes partis, comme j'ai dit dans mon introduction, nous sommes partis d'un constat amer. L'homme politique congolais ne fait pas la politique. L'homme politique congolais, madame, fait le business. Quelqu'un qui amène son argent ou qui n'avait pas d'argent par opportunité.
Vous savez, dans notre pays, on a une sale politique des pouvoirs favoriser les incompétents. Hein. Quelqu'un qui n'a pas d'atout, vous l'amenez dans votre système politique ou dans votre famille politique. Ce sont ces gens-là que l'on retrouve aujourd'hui au niveau des postes de prise de décision. Pourquoi? Parce que ceux qui les nomment, ceux qui les amènent là, veulent les avoir comme des objets, comme des personnes, comme des marionnettes, des personnes à pouvoir manipuler, des personnes qui doivent être rédévables. Dans ce pays, quand vous avez des convictions, vous avez des compétences, on ne vous donne pas des chances, on ne vous laisse pas évoluer librement parce que ceux qui sont au niveau de manette souhaitent avoir les contrôles à tous les niveaux et à tout moment, et c'est ainsi qu'on impose de personnes manipulables. Et nous croyons aussi par le fait que on vient en politique pour pouvoir se faire beaucoup d'argent. Pourtant, dans les pays sérieux, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient plutôt en politique, on ne cessera jamais de le répéter, on vient en politique pour être au service des autres. Et avant de venir en politique, il faut avoir fait preuve dans un secteur, parce que vous n'êtes pas politicien des carrières, comme on le voit ici chez nous. Quelqu'un commence la politique à 20 ans et jusqu'à 90 ans, il est toujours dans la politique. Sa première voiture, il l'a achetée dans la voiture, sa première maison, c'est en politique. Non, ça ne se fait pas comme ça. On vient en politique avec des atouts, avec une certaine expérience acquise dans une carrière donnée, et on vient enfin en politique pour être au service des autres avec l'expérience évidemment acquise dans la société. Justement, donc d'où est-ce que vous pensez que la tâche sera facile pour vous? Non, mais dans ce qu'on fait, en fait, nous on a mis un esprit de révolution. La révolution n'a jamais été facile. La révolution a toujours été un domaine complexe et qui se réalise dans les temps et dans l'espace, pour ne pas dire un processus. Nous pensons être des pionniers, nous commençons parce que tous les systèmes politiques que nous avons empruntés auprès de l'homme blanc, tous ces systèmes ont échoué, communistes, socialistes, gauche, droite, républicains, démocrates. Ce sont des systèmes empruntés que nous avons importés, qui ont tout simplement échoué. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut une rupture, il faut qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, sur ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous étions? Le Congo, où était-il après 60, indépendance? Ces 30 juin-là, après le mois de juin commence demain, ces 30 juin-là, le Congo va totaliser 64 ans, madame, depuis qu'on est indépendant. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas sur ce que nous sommes, est-ce que nous devons devenir demain? Imaginez-vous quand le Congo va accéder à la souveraineté nationale internationale, le 30 juin, un franc congolais valait $2. Après 64 ans, maintenant, c'est le 1 dollar qui vaut... aujourd'hui, c'est 30 000 francs. C'est 3 000 francs, pardon. Déjà, de 27 à 30. Comment vous calculez les taux de dollars? Vous fiez aux affiches. Pour connaître les vrais taux des dollars, regardez les télécoms. Okay. Quand vous allez sur leur mobile money, ils vous donnent le vrai taux. Voilà, c'est déjà $30. Alors, tout ce qu'on voit là, ce sont des mensonges. En fait, on est dans un pays où on nous manipule. On ne comprend pas. On croit être indépendant. Oui, on est indépendant des façades, indépendance des façades, où l'homme blanc part et nous laisse ses élèves ou encore ses complices qui continuent à nous coloniser. Nous sommes dans une colonisation par nos frères. C'est la peau blanche qui est partie, l'homme belge, mais nous sommes restés avec une famille, un groupe de gens qui, depuis 60, nous asphyxient. Ces gens ne veulent même pas qu'on puisse hausser la voix. Ils veulent même pas qu'on puisse dire qu'ils gèrent mal le pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système de gestion de la République de fils d'eux. Donc, rappelez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où ce sont les fils de Mobutu qui sont là, qui veulent s'imposer encore. Nous avons le fils de Tshisekedi, on avait ici le fils de Kabila, et bientôt on aura le fils de Kamere, le fils de Mbosso, le fils de XY. Et ces gens-là ont préparé leurs enfants pour pouvoir venir ici, continuer à nous coloniser. Nous sommes en train de vivre une colonisation congolo-congolaise. Voilà, je n'ai rien contre le fils des uns et des autres, mais seulement je pense qu'on doit partir sur des compétences. Quand quelqu'un a une certaine expérience, quand quelqu'un a la compétence, je pense qu'il a la chance de pouvoir, et surtout qu'il a l'amour de son pays, la mère patrie, a l'obligation de pouvoir avoir la chance de gérer ces choses-là. Ce qui ne se passe pas dans notre pays. Très bien. D'où le réveil est très, très, très important, souhaitable et très nécessaire, on va même dire opportun. Alors, messieurs, dames, vous êtes en direct de CML13 Télévision. Vous faites bien. Monsieur Jacques Ndala, président national du mouvement de réveil et de prise de conscience. C'est avec lui que nous allons échanger, je l'ai dit, d'entrée le jeu. On entre dans le vif du sujet du jour. Le gouvernement
tant entendu a enfin publié 6 mois après. On va dire que il est passé de 57 à 54 membres et compte 31 personnes nouvellement nommées. Monsieur Jacques Ndala, votre lecture d'abord au sujet de la publication de ce gouvernement 6 mois après, et on va découdre dans le profondeur. Ma lecture sera très chirurgicale. Je pars du fait déjà de l'équipe, le nombre. C'était 54 et 57, maintenant c'est 54. Vous voyez que rien n'a changé. Hein, on va dire qu'il y a quand même eu... Pas du tout, 54, rien n'a changé du tout. Et le temps pris pour nous présenter cette équipe. Vous voyez, nous sommes dans un système politique qui est une bêtise. Le système politique congolais, c'est vraiment une bêtise. C'est une arnaque. Et ceux qui nous dirigent se contentent de ça. Ils s'émouvoient. Ils pensent que on est dans un système correct, quoi. Donc, aujourd'hui, le président de la République, moi, je dis toujours que Tshisekedi s'est autoproclamé président après les élections de 2023. Il s'est organisé pour avoir la majorité absolue, hein. Une majorité formidablement... Autoproclamé ou élu avec plus de 70% Mais selon vous, je dis moi. Okay. Je pense que Tshisekedi s'est autoproclamé après les élections de 2023, les élections qui ont pris presque 7 jours. Alors, il s'est octroyé une majorité absolue, à tous les niveaux d'ailleurs. Et cette majorité, à vrai dire, s'il était un leader, hein, pour lequel les autres étaient en train de soutenir par conviction, je pense qu'il n'allait pas prendre tous ces temps. Alors vous allez comprendre que tous ces gens qui sont avec lui aujourd'hui dans cette histoire qu'ils appellent Union Sacrée, ils y sont pas par conviction, ils y sont pour des intérêts. Chacun arrive pour être député, ministre, sénateur, bourgmestre, gouverneur. Vous allez remarquer que dans cette réelle politique aujourd'hui de l'Union Sacrée, il y a des personnes qui ont été élues. Je voulais dire président de la République, député national, député provincial, sénateur et aujourd'hui gouverneur. Une seule personne. Un peu comme si, les autres n'avaient pas des chances. Un peu comme si, on n'avait pas quelqu'un pour dire, moi c'est Jackie, vous m'avez choisi comme votre député national, choisissez aussi X personnes comme député provincial, choisissez aussi quelqu'un d'autre comme sénateur. En fait, ces choses-là, à un moment donné, je me dis, mais non, nous avons une technique... très très primitive ou primaire ou ridicule, voilà, pour pouvoir conserver le pouvoir, y rester. On fait tout, en fait. Et pendant ce temps, on ne sait même pas pourquoi on est au pouvoir. Parce qu'avant, le pouvoir, c'est bien bon. Mais qu'est-ce que vous en faites? C'est la grande question. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi se retrouve devant des gens qui, sur le plan de conviction politique, rien à voir, quoi. Rien du tout. Vous voyez, les gens se chamaillent, les gens prient. Quand on parlait de conviction politique, on va prendre les cas de Bati, par exemple, qui, lui, s'est limité à être député. On ne l'a pas vu ni au gouvernement, ni à l'Assemblée nationale, ou encore au Sénat. Donc, pas forcément. J'ai beaucoup de respect pour ces gens. Mais politiquement, je crois qu'ils sont en train ils sont pas en train d'aider le pays. Madame, vous savez, nous sommes dans un pays qui traverse des moments tellement difficiles depuis plusieurs décennies, mais ceux qui nous dirigent ne prennent pas conscience. Ils ne comprennent pas dans quoi nous sommes. Monsieur Bati Lukwebo, Modeste, c'est un éminent homme politique qui a je sais pas moi, occupé tellement de fonctions dans ce pays. Ça devait être des personnes, ça devait être des sages qui devraient s'arrêter, se poser des questions et répondre à ces questions-là. Dès l'instant où ils ne le font pas, je pense qu'ils n'ont pas de place dans la réelle politique congolaise aujourd'hui. Ok. Alors, parce que nous avons 31 personnes nouvellement nommées au sein de ces gouvernements, on va dire que cette fois-ci, les Congolais peuvent espérer que leurs desiderata soient portés haut et que leurs préoccupations trouvent finalement gain de cause, solution. Madame, le problème du Congo, c'est pas le gouvernement, c'est pas ces gens, ce ne sont pas ces personnes-là. En fait, c'est vrai que ces personnes incarnent ce système, cette néocolonisation. Mais le grand problème ici, c'est la crise de conscience, une crise de conscience.
Donc la solution, c'est pas ce gouvernement? Non, personne. Madame, on peut prendre... c'est qui on peut considérer comme le meilleur président du monde aujourd'hui? Prenons, rentrons dans l'histoire, prenons Barack Obama, prenons Nelson Mandela, amenons ces gens-là ici. Ils vont rien faire. Ah, ok. Personne ne fera quelque chose si nous restons dans ces systèmes que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous, les mouvements de réveil des prises et consciences, nous demandons à la chef de l'État de pouvoir s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, rentrer dans l'histoire de notre pays, interroger l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au fait, depuis 1960, le 30 juin, 64 ans plus tard, nous sommes en train de tourner en rond. Le pays est divisé par des Congolais qui prennent les armes. Je suivais dernièrement dans un média où on disait les FARDC ont repoussé le M23, les éléments de M23. Ah, c'était une bonne nouvelle. Mais après, on vous dira, non, mais les M23, ce sont des terroristes, c'est une coquille vide. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Mais à quel moment on est en guerre contre le Rwanda? À quel moment on se bat contre le M23? Voilà un peu cette contradiction dans la communication de ceux qui nous gouvernent. Au fait, on sent qu'il y a beaucoup de légèreté dans la gestion de notre vie, et c'est dangereux. Il est important aujourd'hui de s'arrêter, d'interroger l'histoire, le présent, pour pouvoir préparer l'avenir. On a 6 vice-premiers ministres aujourd'hui, notamment l'intérieur, le transport, la défense, l'économie, la fonction publique et le plan. Et ça sert à quelque chose, tout ce vice-premier ministère? Tout le gouvernement, les 54 personnes ne servent à rien aujourd'hui. Oh, mais certains Congolais poussent un ouf de soulagement, finalement. Ouais. Parce que quand il n'y avait pas le gouvernement, ils s'est plaigné pour dire il n'y a pas de gouvernement. C'est tout le monde, c'était une chanson de tout le monde. Il n'y a pas de gouvernement, ça a mis longtemps, ça a pris trop de temps. Pourquoi on a besoin d'un gouvernement? Et là, vous dites que ça ne sert à rien, on ne comprend plus rien. J'ai comme l'impression, en vous écoutant, comme si j'étais la seule personne à dire ça ne va rien changer. En fait, je n'attendais rien. Quand vous parlez, vous dites, les Congolais attendaient ce gouvernement, et maintenant qu'il est là, alors vous me donnez l'impression, donc j'étais seul alors. Et vous aussi, vous attendiez ce gouvernement, madame? Vous l'attendiez? Au regard du contexte actuel, l'environnement, le problème sécuritaire, l'économie, il fallait les Warriors sont partis. Même si c'est vous qui posez des questions, mais bon, je crois que moi, je ne l'attendais pas du tout. Moi, j'attends du chef de l'État, Félix Tshisekedi, un questionnement, une introspection. Il est chef, il est président de la République d'un pays qui a tellement de problèmes, d'énormes difficultés, et qu'il était important de se mettre autour de regarder la réalité en face, en fait, et pouvoir mettre tous les Congolais autour des assises que nous appelons vérité et réconciliation. Madame, si nous continuons avec cette façon de faire les choses, avec cette envie de pouvoir conserver le pouvoir, rester au pouvoir, sans rien faire de concret, je vous dis, nous irons d'échec en échec. Parce que, rappelez-vous, les élections ont été organisées dans ce pays. Nous sommes aujourd'hui, c'est le 4e cycle électoral. Oui. Et les vrais Congolais qui sont éveillés, qui regardent leur pays en face, comprennent que nous sommes en train de tourner en rond et qu'on n'avance pas. Parce que Tshisekedi est au pouvoir. Il a son Assemblée nationale, il aura son Sénat, il a ses assemblées provinciales, il a ses gouverneurs. Bientôt, il va avoir encore une fois sa CENI. Et il va organiser ses élections. Où il va chercher qui va lui remplacer. Madame, si on aime ces pays, on doit se regarder droit dans les yeux, se dire, ça ne va pas. Donc vous êtes en train de dire que tout ce que le président Félix a fait depuis sa prise du pouvoir jusqu'à ces jours est mauvais. Vous dites ce qu'il a fait. Il n'a rien fait du tout. Et il ne fera rien. Je ne dis même pas qu'il a fait quelque chose de mauvais. Il n'a rien fait du tout. Vous pouvez fermer les yeux, et vous fermez vos yeux en 2018 quand Kabila partait et réouvrir ses yeux en 2024. 18 ans après, on parle de Kabila et tu sais qu'il n'a même pas encore 10 ans. Non, Kabila par contre, Joseph Kabila par contre, même si on l'aime pas, même si on l'accepte pas, il a beaucoup fait pour Joseph Kabila. Kabila a trouvé ce pays, Kabila n'a même pas trouvé d'État, de pays.
Bemba avait son morceau de pays à côté, Bozanya Mouissi, le vice-président. Voilà, l'autre vice-président Rouberois, avec les Mende, avaient leur pays de l'autre côté. Il fallait que Kabila remette le pays ensemble. Il l'a fait, l'unité. Il fallait que Kabila, s'il vous plaît, redonne à ce pays-là des institutions. En 2006, nous sommes allés aux élections. Même si ce n'était pas des vrais, mais au moins on avait des institutions de la République. Il fallait que Kabila donne à ce pays une armée qui n'existait pas. En fait, même si ce n'est pas ça, à vrai dire, mais on a vu un semblant d'État. On a vu ça. On a vu une discipline au sommet de l'État. Kabila nous a laissé une constitution qui veut être révisée. Mais voilà, évidemment. Ou changer carrément. Non, pas changer, pas réviser, pardon. Mais nous avons ces éléments que Kabila n'avait pas trouvés. Quelque chose qui existait, mais qui existait, bon, qu'on pouvait voir. Même si il n'existait pas en termes d'esprit et d'âme. Madame, le Congo n'existe plus depuis longtemps. Ce pays n'existe plus. L'État n'existe plus. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle pays, qu'est-ce qu'on appelle l'État. Quand des gens, des personnes se mettent autour d'un pouvoir pour se favoriser entre eux, pour s'enrichir au détriment de la population, ça ne passe pas. Ça, c'est pas un État. La RDC n'est plus un État. Pas du tout. L'État n'existe plus. Il y a une mafia au sommet de l'État. Il y a un groupe d'individus, un groupe de familles, un groupe de noms qui se décident et qui prennent des décisions sur nous. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une autre forme de colonisation. Où Mme Gloria Senga, activiste, pense mettre en place un mouvement. De l'ennemi passé. Et elle est enlevée et portée disparue. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas où elle se trouve. Juste pour avoir fait ça. Juste pour avoir réfléchi. Donc, nous sommes dans un système où on nous empêche de réfléchir. Juste pour avoir réfléchi tout haut. Voilà. Monsieur Kabound, qui fait une déclaration politique devant le siège de son parti, devant évidemment ses militants dans son siège de parti politique, on l'arrête, on le traduit en justice et il est envoyé en prison. Il avait outragé le chef de l'État. C'est qui le chef de l'État aujourd'hui? Vous connaissez son nom? Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Tshisekedi, qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre Kabila à l'époque? Que Kabound a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais vous avez des vidéos. Regardez, écoutez, on ne peut pas être un peuple aussi aveuglé. Tshisekedi, dans l'opposition, a dit pire contre Kabila qu'est-ce que Kabound venait de dire. Donc, on ne peut pas... Je me pose des questions. On est quel peuple? Nous devons nous arrêter et réfléchir sur l'avenir. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Chers compatriotes, ce pays n'appartient pas à Tshisekedi. Il n'appartient pas à Bemba. Il n'appartient même pas à Jacques Ndala. Il appartient à nous tous. Et même si nous avions des hommes politiques conséquents, réfléchis, ce pays ne nous appartient pas. Nous les contemporains, le pays appartient à ceux qui vont nous remplacer. Et qu'est-ce que nous préparons pour ces gens-là? Qu'est-ce que nous préparons pour le destin de nos enfants? Qu'est-ce que ces gens-là qui viendront après nous compteront à leurs enfants sur ce que nous avons pu léguer comme gage, comme nation, comme patrie? Ce sont là les grandes questions. Nous sommes aujourd'hui en pleine guerre contre le Rwanda. Parce qu'en fait, ils le disent, on est en guerre contre le Rwanda. Mais le président le Kenya... Rwanda nous agresse. Non, les Rwandais ne nous agressent pas. Le Rwanda nous occupe. Je ne sais pas si on comprend. Quand on vous agresse et quand on vous cogne. Nous sommes un pays par terre et le Rwanda est en train de rouler des coups sur nous. C'est l'image qu'il faut avoir. Mais pour quel objectif? Et à quel moment cette situation est arrivée? Regardez aujourd'hui, madame. Nous sommes tous dans les médias en train de parler de la non-balkanisation de notre pays. Mais je vous dis que le Congo est déjà balkanisé. Parce que la plupart des gens pensent qu'on va arriver à une certaine date, les X, la date X, le mois Y. Bon, c'est maintenant la balkanisation. Non, ça n'arrive pas comme ça. C'est un processus. Non, mais le combat se poursuit. Les FARDC sont là. Ils continuent à défendre les différents territoires. Les combats de la balkanisation se poursuivent.
64 ans après. Ce mot-là, la première autorité politico-administrative à le sortir de sa bouche, c'est le premier Premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba, quand il a parlé de la balkanisation. Et ça fait 64 ans, nous, les petits enfants de ce genre, nous continuons avec le même discours. Même combat, même lutte. Quand est-ce qu'on va construire le Congo? Et pendant ces temps, nous sommes distraits. Le pays est déjà balkanisé. Excusez-moi, madame, vous êtes originaire de quelle province? Le Kwilu. Le Kwilu. Avant, vous étiez dans le Bandundu. Oui, le Grand Bandundu. Votre province a été divisée en 3. OK? Justement. Le processus de la balkanisation est déjà entamé. Le premier aspect, c'est l'infiltration. Le deuxième aspect, c'est la fragilisation de notre unité nationale. Et les gens ne comprennent pas ça. Vous étiez dans la grande province du Bandundu. On a divisé cette province en 3. Vous aviez dans votre province les Yanti, les Mbala, les gens du comment on appelle ça, les gens de Maïndomé, on les appelle. Il y a les attendez, vous pouvez m'aider, hein, donc on entend parler en famille là. Il y a les Pende, c'est pour les Pende, c'est les Yaka. Mais dans la province de Maïndomé, il y a les, qu'est-ce qui se passe, l'ancien feu cardinal Mosengo était de quelle origine? Pissi, vous pouvez nous aider? Bon, allons-y. Ça va revenir. Ouais. Quand vous avez les gens de Kwilu, aujourd'hui avec vous, vous avez les gens de la province, quelle province? Kwilu, c'est ça? Ouais, Kwilu, l'autre, c'est 3. Maïndombe. Oui, Maïndombe. Kwango. Maïndombe et Kwango. Vous avez 3 provinces là. Aujourd'hui, vous avez les Yaka qui ne peuvent pas parler avec les autres. Bon, en fait, pas parler, mais on n'est plus en unité d'esprit. Je prends un bel exemple, on y va. Moi, je suis du Kassai oriental. Nous avons chez nous les Baluba. Nous avons les Kanyoka chez nous. Nous avons chez nous les Bampende, les Bampende. Non, qu'est-ce que je dis? Nous avons chez nous les Batete là, par exemple. Je prends juste à titre illustratif, ces trois grandes communautés, les Tétéla, les Luba et les Kanyoka. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus une même province. Avant, c'est considéré comme le même peuple, le peuple du Kassai oriental. Mais on nous a divisés. On ne se rend pas compte. Et ça a fragilisé notre unité nationale. Et les Congolais ne s'en rendent pas compte. Nous étions auparavant 9 provinces, le Zaïre. On est passé à 11. On est passé à 26. Pourquoi cette vitesse-là? Pourquoi on ne s'arrête pas après un certain processus pour évaluer? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On disait, bon, il faut éclater les provinces pour permettre leur développement. Mais ça fait quand même combien d'années que ces provinces... Quelle est la province qui est née d'une autre province qui s'est développée plus que l'autre? On n'évalue pas. Mais au-delà des frontières, mais notre unité nationale, le fait qu'on est Congolais, non mais on vous divise pour fragiliser cette unité nationale, et après on vous divise facilement. Pire encore, on vous exige. Si vous n'êtes pas des Kwilu, vous ne pouvez pas postuler comme gouverneur de Kwilu. Donc, vous les Kwilu là, les Kwilu, gérez chez vous. Vous les Kassaïens, gérez chez vous au Kassai. Vous les Tétés là, restez chez vous au Kassai. Chose que Mobutu a combattu. Bien sûr. Malheureusement, c'est au fait le processus de balkanisation entamé. Mais on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, notre esprit de solidarité, l'amour, la fraternité, en tant que peuple, en tant que nation, n'existe plus. Vous avez les Luba qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui disent pouvoir na biso ba Luba. Vous les entendez dire ça? Tout comme les Swahili. Les Swahili n'avaient jamais dit ça. C'est vrai qu'ils sont tribalistes, ils ont leur dimension, leur niveau de tribalisme, mais je vous dis qu'ils n'ont jamais dit ça. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont le courage de vous dire dans la rue, Bino Baluba. Donc, on est en train de fragiliser notre unité nationale, on ne se rend pas compte pour enfin favoriser la balkanisation. Dites-moi, nous avons Tshisekedi au pouvoir 5 ans après. Vous pouvez me dire aujourd'hui, après 5 ans, quelqu'un qui a une vision claire de son pays, le Congo peut commencer à importer la farine de semoule. On importe tout dans ce pays. Est-ce qu'au Congo, on peut manquer du courant électrique?
Est-ce qu'au Congo, on peut manquer de l'eau? Combien de cours nous avons à Kinshasa, par exemple? Moi, j'ai appris quand j'étais encore à l'école primaire ou secondaire que les barrages d'Inga pouvaient desservir toute l'Afrique en électricité. Qu'est-ce que nous sommes? Quel peuple nous sommes? J'ai aussi appris, en géographie, en histoire, que le fleuve, l'Égypte vivait du fleuve Nil. C'est que l'Égypte, aujourd'hui, c'est le fleuve Nil. Sans le Nil, l'Égypte serait un désert, voilà. Madame, mais vous avez le fleuve Congo qui prend naissance au Lualaba. C'est dans la République démocratique, c'est au Congo. Qui traverse tout le pays et qui va mourir dans l'océan Atlantique. Le Congo. Le majestueux fleuve Congo. Quel don magique, quel don mystique. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous sommes dans un pays où nous avons 2 saisons. Pluvieuse et saison sèche. C'est le terme. Qu'est-ce que nous produisons? Quelle industrie agricole avons-nous? Qu'est-ce que ça coûte? Voilà. Voilà les questions que nous devrions nous poser. Nous avons la douane la plus chère au monde. Comment voulez-vous que les biens les premiers nécessaires ne coûtent pas cher? Voilà pourquoi nous nous battions à l'époque pour devenir député national, pour que ces questions soient traitées au sein de l'Assemblée nationale. Mais vous pensez que si seulement vous y aviez arrivé avec ce même système, votre voix serait entendue? Oui, je crois que... Non, dans la vie, il y a des gens qui ont l'aura. Nous le disons aujourd'hui dans les médias. Qu'est-ce qu'on représente? Moi, depuis ma naissance, mes études, ma carrière de journaliste, je n'ai jamais occupé une fonction politique. Aucune. Je n'ai que cette bouche-là. Et je n'ai que ma voix. Je peux la hausser ici. On peut m'arrêter, on peut m'interpeller, on peut me menacer. Mais au moins, j'ai dit quelque chose. Ces images vont rester. C'est pourquoi nous proposons à la Première ministre aujourd'hui de prendre le courage d'annuler tous les frais des douanes sur les produits de première nécessité, par exemple. Tous les importateurs qui amènent au Congo la farine, déjà, on m'a dit que ça ne paye, ça c'est exonéré, farine de semoule, maïs, riz, chinchard, Thomson, tout ce qui sert pour le produit, comment on appelle ça, le panier de la ménagère. Ces produits-là peuvent exonérer des taxes. Et les choses vont baisser de soi. Encouragez ces importateurs-là avant qu'on ne produise. Mettons en place des industries vivrières, agricoles, pardon. Et c'est possible. Le Congo a tout ce que nous pouvons avoir, tout ce qu'un État sérieux peut avoir. Le problème du Congo, c'est le personnel politique. Très bien. Et à voir que le ministre de l'Industrie quitte l'industrie pour le commerce extérieur, M. Jacques Ndala, vous pensez qu'il y aura des améliorations dans ce ministère? Je vous dis que ces gens, je vais être sérieux avec vous, ça va choquer peut-être. M. Tshisekedi se moque de nous. On ne se rend pas compte. Monsieur le Président de la République, Tshisekedi... Non, mais il travaille pour le bien de... il a dit que les erreurs du passé seraient corrigées. Et on espère que c'est ça. Prenez ça pour dit. Monsieur Tshisekedi Tshilombo se moque de nous. Il se moque de nous. Il s'en fout même de nous, de ce que nous sommes. Il sait ce que nous sommes comme peuple. Il sait qu'on est manipulable. Il sait que quand il passe, quand il arrive là où nous on est en masse, on va l'acclamer. Il le sait. Vous savez, je veux faire une caricature. Monsieur Tshisekedi peut prendre une culotte, chemise cinglée, se mettre devant les palais du peuple là. Les Congolais vont acclamer. Ah, Fachi Béton. C'est comme ça que nous sommes. La question, c'est qu'ils acclament pourquoi? Ils acclament parce qu'ils n'ont pas de conscience. Parce qu'ils vivent une crise de conscience. Le président de la République fait une sortie après ces élections avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila. C'était, je crois, à ma campagne dans la commune de Valéma. Et les gens ont nargué le gouverneur. En chantant pour lui qu'il était voleur, Ngobila. Le pauvre Ngobila, voleur. Mais si Ngobila est voleur, le chef de l'État ne le sait pas. Si la population dit que M. Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, est voleur, il a pillé, il a volé, le président de la République, il a gardé 5 ans à la tête de la ville de Kinshasa, il ne le sait pas. Alors, s'il le sait, il est complice. Pourquoi on n'a pas crié sur lui?
Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on ne crie pas sur lui, Tshisekedi, quand il sort? Vous savez pourquoi les gens clament? C'est par peur. Quand on voit des militaires avec des armes pointées sur vous, là, comme ça, et les gens regardent, la terreur, on vous terrorise. Et vous ne vous rendez pas compte. Donc c'est de la peur. C'est de la peur. Parce qu'on peut vous cibler. Non, mais c'est quand même une foule. C'est là. Non, un instant. C'est là que je dis, je suis fier de nous quand on était encore étudiants. Nous, je me rappelle quand on était étudiants, on avait le courage de dire à Kabila des vérités. Je me rappelle très bien, moi, étudiant à l'IPEN. Il y a eu des échauffourées entre étudiants et les Kadogo à l'époque. M. Sako Mbinongo, père son âme, ministre de la communication de l'époque, des musées, arrive sur le campus de l'UPEN, de l'université, en compagnie de, à l'époque, le chef d'état-major général, c'était James Kabarebe. Excusez-moi, je ne sais pas si vous étiez en quelle année, en quelle classe. J'étais étudiant, c'était en 2000, c'était déjà, non, qu'est-ce que je dis? En 1999 ou 2000. Ils arrivent, c'était pour la réconciliation entre étudiants et les Kadogo. Pour ceux qui se rappellent encore à l'époque, la seule université qui bougeait le pays à l'époque, c'était l'UPN. Quand ils arrivent, et ils se mettent là devant nous, dans la salle cadet, pour ceux qui ont fréquenté l'IPN, tout le monde prend la parole. C'était quand même le chef d'état-major général, James Kabarebe. L'IPN était envahi par des militaires. Et moi, j'ai pris la parole. J'ai dit à M. Kabarebe, monsieur, je crois que ces images, parce qu'ils ont filmé, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes des traîtres. Si Mouzé vous a amené dans ce pays pour nous libérer, vous n'avez pas le droit de vous en prendre aux étudiants. À chaque fois que les étudiants posent une action, cherchez à savoir pourquoi. Nous sommes étudiants, on est des intellectuels, on est des cadres de ce pays, nous savons ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Cherchez à écouter ce que nous avons à vous dire, que de prendre des étudiants, les torturer, les frapper à mort. Ça ne va pas. C'est ce courage-là qu'aujourd'hui, le Congolais manque. Arrêtons de chanter pour Tshisekedi. Arrêtons de danser pour lui. Arrêtons de l'acclamer. Et j'interpelle particulièrement tous ceux qui sont le 23 décembre de l'année passée, allés devant l'urne, dans l'isoloir, pour choisir M. Tshisekedi. Ces gens-là devaient être beaucoup plus regardants, beaucoup plus exigeants à M. Tshisekedi. Les gens qui sont allés voter pour Tshisekedi le 23 décembre de l'année passée, ce sont ces personnes-là qui ont l'obligation d'être exigeants. Les membres, les sympathisants, les cadres de l'UDPS, ça ne doit pas être des gens qui chantent, qui dansent pour lui. Non! Si on était un peuple conscient et consciencieux, ce sont ces gens-là, les communicateurs de l'Union sacrée. Ils ne peuvent pas passer dans les médias pour dire Fatih Béton. Non. Ils doivent être exigeants. Madame, nous sommes dans un pays où on vous paye 200 000 francs congolais en 2000. Je prends un exemple là. En 2021. Et les 2000 francs congolais à l'époque, le dollar, c'est 100. C'est 100. Donc, 200 000 francs congolais, ça fait $200. C'est un exemple que je prends. OK? Exactement. Et vous allez dans une banque qui vous bloque cet argent-là. Je connais ce que je dis. Je sais ce que je dis. J'ai des gens, j'ai vécu ça. Un proche à moi qui a passé 2 années sans toucher à son salaire. Parce que quand il va à la banque, passez demain, on a un petit problème, passez demain. Et cette personne a passé 18 mois sans toucher son salaire. Quand il fait la pression, la banque va le faire venir pour lui donner son argent. 200 000 francs divisé, mais multiplié par 18 mois. Vous pensez que cet argent représente la même chose qu'en 2020? Pas du tout.
Il y a une perte qui s'observe là. Il y a des gens qui vivent cette situation aujourd'hui. J'ai vu dans une vidéo comme ça un militaire déshabillé devant la banque avec un retard de 11 mois, je crois. Vous pensez que cet argent-là, ça solde là, d'il y a 11 mois passés, même si on lui remettait ça aujourd'hui, ça a la même valeur? Et c'est ce pays-là. Il nous faut un réveil. Il nous faut une prise de conscience. Et c'est très important. Il faut arrêter le système de président de la République, Taleb sur le Cambodge. Non, non, c'est fini ça. Maintenant, il appartient à vous, Tania, Jackie, Patrick, Mikoko, Tosha, je ne sais pas qui encore, de dire peuple congolais, Taleb sur le Cambodge. Okay. Il faut mettre le peuple congolais devant ses responsabilités. C'est le moment. Et c'est maintenant que ça doit être fait. Le réveil et la prise de conscience, c'est aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Tout à l'heure, vous avez dit que le président de la République est en train de se moquer carrément des Congolais. Mais quand on voit la composition de ce gouvernement, je prends l'exemple de la vice-primature de l'Intérieur, où Peter Kazadi est carrément parti, on remplace par Jacquemin Chabani, un homme qui a mouillé le maillot, on va dire, pour le président de la République. Mais on a vu comment est-ce qu'il s'est déployé pour battre campagne pour le président de la République. Est-ce que ne dirions-nous pas qu'il a quand même de compétences qui feront en sorte que les choses ou que ce ministère évolue, change? Il peut apporter des solutions adéquates, question de trouver question de répondre à tout le problème qui guette ces ministères-là. J'ai évité cette question à plusieurs reprises, mais vous revenez, je vais vous répondre. En fait, si Tshisekedi était sérieux avec nous, s'il était conscient de nos souffrances, de nos misères, de ce que le Congolais vit aujourd'hui, il allait avoir un gouvernement de 26 ministres, à raison d'un ministre par province. Deuxièmement, M. Tshisekedi n'avait pas besoin d'avoir des vice-ministres. Tout ce qui s'est fait dans ce que vous appelez gouvernement-là, ce sont des personnes qu'on a recrutées pour satisfaire leurs besoins, leurs intérêts égoïstes. Bon, ça peut être 46, mais quand il y a la géopolitique qui est respectée, il n'y a pas de mal. Un instant, madame. J'ai suivi personnellement madame la première ministre dire elle veillera sur, comment on appelle ça encore, pour rabaisser les trains de vie. Hein? C'est le terme. Réduire les trains de vie des institutions. Voilà. La première chose à faire, c'était réduire les nombres de ministères. Elle a fait, même si ce n'est pas si considérable que ça. C'est Non, de 57 à 54. je réponds à votre question. Les Congolais ont besoin de quoi? Les Congolais ont besoin d'un groupe de personnes qui arrivent pour se sacrifier pour leurs intérêts. Les Congolais ont besoin des députés nationaux qui arrivent pour dire, bon, cette année-là, pendant ces 5 années, on n'aura pas des émoluments. Prenez cet argent-là, mettez ça dans un secteur agricole, par exemple. Les Congolais ont besoin de ces 26 personnes-là qui viendront pour dire, nous allons nous impliquer pour trouver des solutions pour répondre à des questions des Congolais. Alors, je n'ai pas besoin des primes, je n'ai pas besoin de ces 6-là. Parce que, madame, on oublie ici que quand quelqu'un prend le pouvoir comme ministre, il ne paye pas. On lui prend en charge en termes de loyer, de santé et de ses enfants. Il a un passeport diplomatique. Il voyage aux frais de l'État. Carburant, véhicule à sa disposition. Dites-moi, ce monsieur a besoin d'argent pour faire déjà quoi? Que l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a promis qu'il y aura construction de l'hôpital, pharmacie au sein du Palais du Peuple pour les élus, justement. Uniquement pour les élus. Vous voyez, quand vous dites, vous comprenez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous écoutez entendre parler? Je suis en train de passer le message. Hein, bien sûr. Donc, le président de l'Assemblée nationale pense que les députés, avec le 21 000 $ qu'ils ont... Bien évidemment. Donc, maintenant, il faut un centre hospitalier au sein du Palais du Peuple, pour eux. Et le peuple, dans tout ça. Voilà le problème du Congo. C'est celui-là. On prend beaucoup d'argent pour les institutions, pendant qu'il y a un peuple qui souffre. Madame, vous devez le dire régulièrement désormais. Nous sommes en train de vivre une colonisation par le parti et les différents regroupements au pouvoir. C'est une autre forme de colonisation. Mais on ne se rend pas compte que le peuple joue son rôle.
que les peuples congolais se réveillent, qu'ils prennent conscience, qu'ils restent les souverains primaires et qu'ils les démontrent. C'est les moments. Sinon, ce pays-là, nous allons le perdre. Parce qu'en même temps, on l'a déjà perdu. Je ne peux pas comprendre que nous sommes dans un pays où, justement, nous avons un président qui nous dit que nous sommes agressés, nous sommes infiltrés, et qu'il soit traité des héros juste parce qu'il dit que c'est Kagame qui nous attaque. Donc aujourd'hui, c'est qu'il est héros, il a été réélu président juste parce qu'il a dit bon, les gens, il y a ceux qui le défendent qui disent non mais lui au moins il a cité Kagame. Et on s'arrête là. Identifier l'ennemi en fait. Ah bon, nous, on savait déjà au départ, quand Kabila était au pouvoir, on savait que les Rwandais, pire encore, pas seulement les Rwandais, les Ougandais aussi, on le savait, qu'ils étaient chez nous, ils exploitaient les mines, on le savait. Et qui dit que Kabila ne l'avait pas dit? Moi, j'ai suivi une interview de Kabila au niveau des Nations Unies. Dire oui, nous avons un problème avec le Rwanda. Le Rwanda nous attaque. Mais pas Kagame, non. Non, mais est-ce que... Ah voilà, ok. Il a cité Kagame et qu'est-ce que ça a changé? Juste parce que monsieur dit oui. Bon, si j'avais dit c'est Kagame, quel impact ça allait avoir? Non, mais ici, on parle... Nous parlons ici d'un chef de l'État. Juste parce qu'il a dit que c'est Kagame. Mais vous oubliez que dans ce pays, il y a un ancien Premier ministre, je vais citer son nom, Adolphe Muzito, qui a dit clairement qu'on doit foutre la guerre au Rwanda. Je suis Patrick Mouya qui s'est opposé. Le gouvernement a fait un conseil des ministres spécial pour dire que c'était dangereux. Mais alors, quand ils disent c'est normal, mais quand les autres leaders politiques disent c'est pas normal, mais on est dans quel pays? Est-ce qu'on comprend ce qu'on est là? On a un problème ici de conscience, mesdames et messieurs, chers compatriotes. Ça reviendra. C'est la conscience. Tant que nous ne serons pas réveillés, quand on ne va pas, quand on ne va pas prendre conscience, le Congo ici va partir. Je ne vais pas dire qu'il est déjà parti. Regardez bien. Mouzé arrive ici. Qui sont au pouvoir? Bon, je ne sais pas, vous êtes peut-être encore jeunes, mais ceux qui me suivent peuvent se rappeler. Quand Mouzé arrive en 1997, c'est la diaspora congolaise. On les appelait à l'époque les Djassa Djassa. Félix arrive au pouvoir, c'est la même diaspora. Non, mais vous sautez de Mouzé à Félix. Mouzé a eu Kabila. Non, mais Kabila lui-même, c'est une diaspora. Joseph Kabila. Bien sûr. Oh, vous ne savez pas? Joseph Kabila, c'est une diaspora. Non, mais madame, depuis 1997 jusqu'à ce jour, c'est la diaspora qui nous dirige. Même Tshisekedi est de la diaspora, Félix. Au fait, ce sont des gens qui ne connaissent pas réellement, qui ne connaissent pas vraiment nos réalités. Non, le débat est lancé. Depuis 1997 jusqu'à ce jour, nous sommes gérés par la diaspora congolaise. Et la plupart d'entre ces gens a une double nationalité. Belgo-congolaise, franco-congolaise, italiano, ceci, cela. J'ai suivi, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vais quand même l'aborder dans un groupe WhatsApp où la République sud-africaine a déclaré notre ambassadeur personne non grata. Vous avez vu ça? Oui, c'est une information qui fait... Vous l'avez vu aussi quand même? Sur les réseaux sociaux. Oui, parce que l'ambassadeur avait une double nationalité. Donc nous avons des gens dans ce gouvernement-là ou dans ce Parlement qui sont des Français, des Belges, des Sud-Africains. C'est la question qui est, on va dire, un tout petit peu clouée Moïse Katumbi lors des élections présidentielles. Non, cette question, pour la question de Moïse Katumbi, ça n'avait rien à voir avec ça. Tout ce qu'on disait, Katumbi est zambien, italien, c'était des trucs inventés. Ah, pour Katumbi, vous dites que c'est fabriqué. Non, mais parce que nous avons des preuves. Katumbi l'a prouvé. On dit Katumbi a un passeport zambien. Il a fait même des entrées aux USA avec ses passeports. Katumbi nous sort son passeport congolais avec l'entrée et sortie. On vous dit Katumbi c'est un Zambien, c'est un... Non, le seul péché de Katumbi, Tania, c'est le fait d'avoir un parent étranger. Un parent, son père. C'est pourquoi nous disons, il est temps, comme l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS qui a traité Kabila
des Rwandais, qui a été Katumbi de Zambiens, comme ils ont maintenant tout le pouvoir en main et les services, c'est le moment de mener des enquêtes pour savoir réellement si Kabila a été Rwandais, si Katumbi est un Zambien. Comme ça, Kabila rentre chez lui au Rwanda, Katumbi rentre chez lui en Zambie et on se retrouve autour d'une table pour parler de ce que nous sommes comme peuple. Mais il veut régler cette question si autrement, quand il parle de la révision de la Constitution, question de tenir compte de la double nationalité. Non. C'est vrai que moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette Constitution. Moi, je le dis personnellement. Je sais que la Constitution, c'est une Constitution de belligérants. Pas même si les gens disent non, c'est une qu'on le veuille ou pas, c'est une Constitution de belligérants. C'est une Constitution qui a été conçue en Afrique du Sud lors des assises dialogue intercongolais. Et sous tous ces belligérants, chacun avait un soutien des étrangers. Vous avez Bemba, qui avait le soutien des Ougandais. Vous avez, qui ici celui de... Ah là là, c'est pas possible. Les vice-présidents Azarias Ruberwa, qui avait comme parrain le Rwanda. Kabila qui était ici, avait les Angolais, les Tanzaniens, les Zimbabwéens. Donc, tous ces gens étaient derrière les Congolais. Et nous avons cette constitution aujourd'hui, de 2006. C'est une constitution de belligérants. Mais attendez, nous l'avons. Et c'est cette constitution qui favorise même le fait que le Congo soit mis en morceaux. D'où il y a nécessité alors d'une révision. Bien évidemment, mais ce n'est pas opportun. Ok, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Nous sommes un pays en conflit armé. Nous sommes un pays avec ceux qui nous dirigent illégitimes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, en 2023, il n'y a pas eu d'élection. Donc, laissons Tshisekedi faire les choses telles qu'il les fait, mais seulement, moi je pense, gouvernement ou pas, Tshisekedi doit s'arrêter comme chef de l'État, comme président de la République, comme père de la nation, convoquer des assises, des vérités et réconciliations, qu'on parle, qu'on se dise des vérités sur ce que nous sommes, sur ce que nous étions et sur ce que nous voulons être demain ensemble. C'est le moment de les faire. Mais il y a les indiscrétions qui disent que c'est ce que vous avez toujours voulu, des dialogues, se réunir, toutes ces questions, de trouver de part, chose que Tshisekedi n'a pas voulu faire. Dialogue. Voilà pourquoi vous en voulez. Dialogue à la manière congolaise, non. C'est-à-dire, on se retrouve autour du palais du peuple pour dire, bon, Jackie, comme tu parles, toi, la télé, t'es ministre désormais. Non. Partage du gâteau. Non, pas du tout. Nous avons de grandes questions d'histoire. Kabila, qui il est, d'où il vient. Il y a des gens qui veulent que Kabila revienne, c'est leur droit. Mais on doit savoir, on doit savoir d'où il vient. L'UDPS a le pouvoir. L'UDPS peut nous aider. Katumbi, des pères et des mères. Mais on doit savoir qu'est-ce qui se passe. Ces vérités-là doivent être établies. Lumumba a été assassiné. Nous avons ici Chebeya, nous avons Chéribé Okende, nous avons Jama Kabounda en prison, nous avons Gloria, on ne sait pas. Mais il faut qu'on se retrouve. Madame, dans ce pays, les armes ont été prises à chaque moment. À chaque fois qu'il y a un nouveau président, il y a une crise. Lumumba Kasavubu, crise. 65. Mobutu prend le pouvoir, coup d'État, crise. 97. Mzee arrive avec les Rwandais. Guerre FDL, crise. Joseph Kabila prend le pouvoir après les élections montées de toutes pièces en 2006, crise contre Bemba. En 2011, mêmement, Joseph Kabila prend le pouvoir contre Tshisekedi, crise. Tshisekedi prête serment à Limité. 2018, c'était Fayoulou, c'était Kabila. Vérité des urnes. 2022, chaos. Qu'est-ce que nous voulons encore vivre comme moment? Qu'est-ce que nous attendons vivre comme moment? Si on a connu même le chaos par rapport à ce que nous avons comme processus, comme système de gestion de la République, on a connu un chaos dans ce pays. Un scandale historique. Qu'est-ce qu'on attend pour s'arrêter? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Donc les autres qui sont là, ceux qui ont été avec Kabila, avec Mobutu, avec Joseph, sont aujourd'hui avec Tshisekedi. Est-ce qu'ils le sont par conviction? Non. Ils le sont pour des intérêts, pour des positionnements politiques, pour la gloire, pour les privilèges. Mais non, le peuple a aussi droit à avoir le privilège. Il ne vous demande rien, de bien manger, d'avoir un bon salaire, d'être bien envoyer ses enfants à l'école et les soins médicaux. C'est tout ce que le peuple congolais demande. Est-ce que le Congo n'a pas les moyens d'offrir ça à son peuple? Est-ce que les Congolais peuvent aller fuir, aller habiter au Congo-Brazzaville aujourd'hui?
Est-ce que le Congolais peut aller se réfugier en Zambie, en Tanzanie? Est-ce que vraiment nous sommes sérieux? Est-ce qu'on peut parler vrai en se regardant dans les yeux? Non, madame. Il y a un problème sérieux. Nous devons nous arrêter, nous poser ces questions-là et donner des réponses à ces questions pour l'avenir de notre pays. Très bien. Alors, on va aussi prendre cette question. Monsieur Jakindala, c'est vrai que vous avez décortiqué le vrai problème de la RDC aujourd'hui, du peuple congolais. Mais je vais encore revenir sur le gouvernement. Vous allez me supporter. D'accord, c'est l'actualité. En bref, vous voulez dire que le Congolais, parce que c'est pas un gouvernement que pour les Quinois, c'est pour tout le Congolais. Ouais. Ils doivent donc dire, on doit dire qu'ils ne doivent rien attendre de ce gouvernement tant que le système ne sera, tant que le même système va continuer, tant que il n'y aura pas d'arrestation, genre le Congolais qui vont s'arrêter, se poser des questions, faire un bilan pour voir comment répondre et par où. C'est ce que vous voulez dire en gros, s'il faut comprendre. Vous allez rester les dire après moi, lors de vos prochaines émissions. Si on ne s'arrête pas, après 64 ans d'indépendance, si on continue dans le même système, où c'est lui qui dirige, c'est le plus fort, si on continue avec les Mobutistes, les Kabilistes, les Joséphistes qui ont dirigé ces pays, qui se sont enrichis et qui se préparent à continuer à vivre avec l'argent du trésor public, si on ne s'arrête pas pour faire les bilans et surtout l'évaluation, qu'on ne s'attende à rien. Ce gouvernement va faire 2 ans. On va remanier. Parce qu'en même temps, ce n'est même pas un nouveau gouvernement, c'est un remaniement. Non, mais on a 44, il y a 31 personnes. Donc, on ne va pas parler forcément du remaniement. Hein. C'est combien de pourcents de nouveaux ministres? 31 face à 17, voilà. Ou 14. C'est un remaniement, c'est pas... On a juste... Il y a même des gens qui ont été déplacés. Ouais. J'insiste, dites ça dans vos émissions. C'est pas insulté, hein. Si on ne s'arrête pas pour interroger l'histoire, évaluer, faire les bilans de ce que nous sommes aujourd'hui pour projeter ce que nous serons demain, si on ne s'arrête pas pour changer les systèmes politiques, on n'a rien à attendre de M. Tshisekedi. Très bien. Alors, l'émission est terminée. On a pratiquement fait 1 heure d'échange. D'accord. Votre mot de la fin. Non. Nous sommes le mouvement politique, mouvement de réveil et prise de conscience. Ceux qui veulent nous contacter pour pouvoir discuter avec nous, parce que nous allons préparer des séminaires, des conférences, ils peuvent appeler au numéro 082 24 72 620. 082 24 72 620, vous aurez M. Lukamba Pistis, ou vous pouvez appeler notre secrétaire général, M. Ngungidi Tosha, ingénieur Tosha, au 083 11 83 encore 213. Le secrétaire général du mouvement de réveil et prise de conscience, l'ingénieur Tosha, 083 11 83 213. Et nous avons notre siège. Nous y travaillons tous les jours de 10h à 17h, les jours ouvrables. Et les dimanches, nous sommes là tous les jours de 14h à 18h. Nous sommes sur l'avenue Victoire, comme j'ai dit l'adresse tout à l'heure. Numéro A51, immeuble La Grâce. Très bien. Et un mot par rapport à la nation? Réveil, prise de conscience. Aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Très bien. Peuple congolais, tel est l'absolu Cambo. D'accord, c'est retenu. Alors je reprends ces mots. Il dit, si on ne s'arrête pas pour interroger l'histoire, pour changer le système politique, dresser un bilan, il ne faut rien attendre du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le Congo nous appartient tous. Alors c'était M. Jakindala, président du mouvement de réveil et de prise de conscience. C'est avec lui que nous avons échangé durant 1 heure, M. Jackie. Merci pour toutes vos explications et d'avoir disponibilisé de votre temps. Merci à vous pour l'invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs du magazine C'est bien chez vous, de nous avoir suivis. Merci pour la confiance que vous réitérez à votre magazine. Alors, permettez-moi, je vais dédier cette émission, ce magazine, à l'anniversaire du jour. Il s'agit bien sûr de Mohamed Kiakou Rossim. Alors,
heureux jour d'anniversaire à vous, messieurs. Que Dieu vous fasse énormément du bien, que ça soit une journée spéciale, que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine, très chers fidèles téléspectateurs, pour un nouveau numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et bon début du week-end chez vous.